Bon, bonjour à tous, je vais vous donner une rapide introduction du colloque, introduction qui est un petit peu, comment dire, générique, qui n'est pas spécifique au thème d'aujourd'hui, pour l'essentiel. Et Xavier enchaînera ensuite en vous donnant, et en tant que spécialiste du champ, en vous donnant une introduction beaucoup plus ciblée. Moi je suis Jean-Philippe Lagrange, directeur de la recherche à l'IMT depuis avril dernier, donc un gros 6 mois disons. Et derrière vous aurez Xavier Delorme. Oula, alors là c'est pas ce que je croyais, c'est pas ma présentation. Hop là, on va essayer de la retrouver. Ouais, je pense. Elle doit être là-dedans. Non, non, voilà. Ah, chut, j'ai cliqué à côté. On va y arriver. Je croyais que j'étais parti sur la mienne et c'était la surprise de ne pas voir les bonnes planches. Voilà. On va y arriver. Bon, donc je voulais déjà, parce que je ne sais pas présumer quelle est l'assistance aujourd'hui à 9 heures. C'est-à-dire qu'en matière d'inscrits, nous avions un gros 150 inscrits, dont un peu moins de 90 non membres de l'IMT. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure qu'il est. Donc une petite présentation rapide de ce qu'est l'IMT. Donc l'Institut Mines Télécom, qui est en place en tant qu'établissement depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? C'est d'abord le premier groupe français de grandes écoles d'ingénieurs et de management, puisqu'il y a aussi une école de management, une business school, qui forme par an 13 000 et quelques, 14 000, disons, ingénieurs, managers, donc diplômés de la business school et docteurs, et en gros 1500 docteurs par an, à peu près. C'est 55-60 brevets par an, un gros 2000 publications de rang A, et chaque année à peu près 70 nouvelles startups qui sont incubées, et un stock à un instant donné de 200 et quelques, ce qui en fait le premier réseau d'incubateurs académiques en France. C'est par ailleurs 8 écoles qui font partie de l'établissement, qui sont des écoles de l'établissement, donc IMT Atlantique, Lille Douai, Mines Albi, Mines Alès, Institut Mines Télécom Business School, Mines Saint-Etienne, Télécom Paris Tech, Télécom Sud Paris. Sont 2 écoles qui sont pour l'une filiale avec d'autres partenaires pour Eurecom et un GIP qui s'appelle INSI qui est à Saint-Dié. Et ce sont 4 écoles associées par convention, Mines Paris Tech, Nancy, Annecy et Armin. Enfin, Armin n'est pas une école, pardon, mais une structure de transfert et de valorisation. Et on a 11 écoles affiliées, notamment d'ailleurs dans l'est du pays, mais aussi dans la région centre, du côté de Lyon et de Saint-Etienne. Et c'est à peu près 2600, 2700, enfin 3500 personnels au total, 2700 scientifiques, dont à peu près 1500 enseignants-chercheurs. Donc c'est un objet assez gros, qui est réparti, comme vous le montre cette carte, sur presque tout le territoire, avec, on va dire, un trou ici dans l'ouest. Alors IMT Atlantique est positionné là, mais en réalité, vous avez Nantes, Brest et Rennes comme site pour cette école-là. Donc c'est un gros établissement réseau d'écoles, qui est le numéro 1 national en nombre d'ingénieurs formés par an, en formation par apprentissage, en volume de recherche partenariale. Les 2 premiers Carnot académiques, les Carnot sont les instituts de transfert, disons, subventionnés par l'Agence nationale de la recherche. Donc les Carnot, TSN et Mines sont à eux deux les 2 premiers académiques. Au-dessus, il n'y a que les Carnot CEA. C'est le premier établissement d'école d'ingénieurs en termes de nombre de docteurs recrutés par des entreprises, ce qui traduit aussi la très forte proximité entre les écoles de l'IMT et les entreprises. C'est une grosse activité de formation à distance, comme je le disais, de start-up, avec l'an dernier à peu près 10% de la représentation française au CES de Las Vegas constituée par des start-up IMT, et quelque chose qui est à peu près similaire pour l'édition 2018 à venir. Et donc, 2 instituts Carnot, il y a une faute de frappe qui est restée, Mines et TSN, qui représentent 6 millions d'abonnements. Donc c'est quelque chose qui intègre à la fois la formation supérieure, aussi bien ingénieur que doctorat, de la recherche finalisée avec beaucoup de partenariats avec les entreprises et du soutien à l'innovation, et avec un ADN lié en partie au rattachement au ministère de l'économie, qui est d'avoir une mission de développement économique.
Ensuite, cet établissement donc, qui est créé depuis assez peu de temps, s'est doté d'un plan stratégique il y a à peu près exactement 1 an. Il a été approuvé en novembre 2017. Le plan stratégique, son objectif, c'est de dire on va faire de l'IMT un grand institut national de sciences et technologies parmi les leaders. Leader en France et reconnu à l'international. En jouant pour ça sur la formation, sur la production de recherche. Production de recherche avec l'idée que cette recherche doit in fine servir à l'économie d'une manière assez large. Et aussi un grand étabbissement qui est très actif en matière de création d'entreprises innovantes, de start-up et de transfert. Ça se traduit, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails, par un ensemble d'axes avec pour chaque axe des sous-axes et des actions, et puis des leviers. Alors les leviers, c'est très classiquement de réussir l'intégration, de développer les synergies entre les écoles qui ont été rassemblées dans le cadre de l'IMT. C'est trouver des contrats, des ressources pour avoir les moyens de nos ambitions, développer une culture de groupe et développer la notoriété. Si je prends les axes sur lesquels on va travailler, il y a bien sûr des axes qui sont liés à la formation, des axes qui sont liés au transfert, des choses comme ça. Pour le colloque d'aujourd'hui qui est consacré à la recherche, les axes importants, c'est développer des communautés et une forte visibilité sur un ensemble restreint de thématiques qu'on appelle thématiques phares, c'est-à-dire sur lesquelles on pense qu'on peut avoir une position remarquable dans le paysage, s'affirmer comme un grand institut de recherche partenariale, et puis d'un point de vue international, notamment dans un cadre de partenariat franco-allemand avec la TUM à Munich, devenir un des grands instituts technologiques reconnus à l'international. Ces thématiques, vous en avez la liste ici, du moins la liste au départ, puisque c'est une liste qui est appelée à vivre et à évoluer dans le temps. Quelle est la logique? La logique, c'est de considérer des domaines thématiques dans lesquels on va mettre des efforts et qui soient des domaines qui ont un rapport avec les besoins de l'économie et de la société. Ce rapport, il est notamment inscrit en fonction des grandes transformations qui sont en train de travailler les sociétés et les entreprises, donc la transformation numérique, industrielle, énergétique, écologique, sociétale et les questions de santé et de bien-être. Et donc, sachant que l'enseignement, lui, repose sur les disciplines, l'idée est sur un ensemble de thématiques qui ont à voir avec ce qu'on pourrait appeler une dynamique de marché et à voir avec des transitions, de développer une activité en synergie entre les écoles qui renforce la visibilité et qui se traduisent par des impacts visibles. Aujourd'hui, on va vous parler de système de production. Alors, le système de production est déjà identifié comme une des thématiques, mais évidemment, par rapport à un plan stratégique qui est à peine entré en œuvre en 2018, on ne va pas vous faire le bilan de ce qu'on a fait dans le cadre de la thématique, on va plutôt vous faire le bilan, en quelque sorte, de ce dont on parle, de ce qui préexistait. Qu'est-ce qu'on a à dire, quelles sont nos activités remarquables, étant entendu que dans les années 2018, 2019 et 2020 et au-delà, l'idée, ça sera de développer quelques actions remarquables en rapport avec ce domaine-là. Ensuite, le colloque lui-même, il a une fonction qui est assez particulière, qui n'est pas seulement une fonction de diffusion au sens général du terme, mais qui est aussi liée au conseil scientifique. Donc, comme beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, l'IMT a un conseil scientifique. Ce conseil scientifique régulièrement examine l'activité, alors du point de vue stratégie générale, mais aussi du point de vue du développement de l'activité et des résultats. Et ça s'appuie sur 2 colloques annuels, c'est-à-dire un tous les 6 mois, qui chacun va parcourir un thème et permettre à des rapporteurs qui sont présents dans la salle, dont 2 membres du conseil scientifique, d'évaluer l'activité qu'on a, son intérêt, ses lacunes, ses points forts, et de rapporter au conseil scientifique qui aura lieu mi-décembre. Bien, donc bonjour à tous. Je vais en effet vous introduire le contenu de cette journée, alors en essayant de faire cette introduction la plus brève possible, puisque derrière, les sujets intéressants seront abordés dans les sessions qui vont suivre. L'idée de cette journée, c'est de s'intéresser aux différentes transformations qui ont été évoquées juste à l'instant, et à leur impact sur les entreprises et sur l'organisation de leur système de production.
Ces différentes transformations, elles vont avoir un impact extrêmement fort sur la manière dont les entreprises s'organisent, dans la manière dont elles travaillent, et derrière, ça va aussi avoir un impact extrêmement élevé sur les objectifs de ces entreprises. Notamment, les entreprises se trouvent confrontées à un besoin d'être de plus en plus connectées, d'être de plus en plus réactives. Et pour ça, elles ont besoin de s'appuyer, de développer l'usage de technologies un peu innovantes. Alors ces technologies sont relativement connues, au moins par leur nom, sont nombreuses. On peut en citer quelques-unes, tout ce qui est autour du big data, de l'intelligence artificielle, du smart manufacturing, la fabrication additive, la cobotique, l'Internet physique, etc. Toutes ces technologies sont extrêmement importantes et utiles, et pour autant ne pourront être réellement efficaces et intéressantes pour les entreprises que si ces entreprises sont capables d'adapter leur organisation et leur système de production pour tirer le meilleur profit de ces nouveaux outils, de ces nouvelles technologies. Et donc en fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de regarder plus que les technologies elles-mêmes, la manière dont on est capable de les utiliser et de s'en servir pour répondre à des enjeux économiques, environnementaux, de société, industriels, qui sont extrêmement importants et pour lesquels on a besoin de faire appel à ces nouveaux éléments. La manière dont le colloque va s'organiser, en fait, va être structurée en 3 grandes sessions thématiques. Donc, la première session thématique, elle s'intéressera à la question de l'entreprise connectée, c'est-à-dire le fait d'avoir des entreprises qui travaillent de plus en plus en réseau, avec des problématiques de logistique sous-jacentes extrêmement complexes, et donc d'essayer de voir de quelle manière on peut aborder ces différentes questions et ces différents enjeux. La deuxième question qui sera traitée, la deuxième session, elle regardera plus les questions liées aux besoins de réactivité et de personnalisation de la production, et donc s'intéressera aux moyens de mettre en place une organisation et des systèmes de production qui soient adaptés à ce besoin de personnalisation et à ce besoin d'avoir une agilité dans l'organisation de la production. Et la troisième session thématique, elle portera et sera plus ciblée sur la transformation numérique et sur l'impact de cette évolution, de cette chaîne numérique sur les différentes étapes de l'ingénierie en allant de la conception à la mise en œuvre et au suivi de la production. À côté de ces 3 sessions thématiques, vous aurez un certain nombre de posters qui vous seront présentés pendant les temps de pause. Et ces posters permettront de mettre des focus sur différents projets, sur différents travaux de recherche qui sont développés actuellement au sein de l'IMT et permettront un petit peu de mettre des applications concrètes sur les différents éléments, les différents concepts qui pourront être évoqués dans les différentes sessions thématiques. Et puis, pour finir, nous terminerons cette journée avec un point fort aussi, un moment fort, qui sera l'organisation d'une table ronde qui sera centrée sur les implications des différentes questions que nous allons aborder aujourd'hui vis-à-vis d'une catégorie d'entreprises particulières qui sont les PME, et de voir dans quelle mesure elles peuvent aussi tirer bénéfice et comment elles sont concernées, impliquées par ce type d'enjeu, quelles sont leurs problématiques spécifiques et quels sont les bénéfices et les opportunités qu'elles peuvent en tirer. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps et nous allons pouvoir démarrer cette journée en commençant la première session sur la logistique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi les premiers intervenants ce matin. Moi, je me présente, je travaille à la Poste, je m'appelle Alexandre Berger. Alors, comme vous pouvez le voir, le jaune, normalement, est là pour
vous réveiller dès le matin, vous ne pouvez pas vous tromper sur mon entreprise. Et donc, au sein de la Poste, je fais partie des équipes business développement, dont le rôle est d'imaginer, de mettre en œuvre et d'industrialiser de nouvelles offres dans la verticale du commerce, donc toujours lié à un transport de colis à un moment ou à un autre de ces offres, pour compenser notamment en partie, alors avec beaucoup d'humilité, une partie de la baisse du courrier, de la baisse de volume courrier, et donc à terme être capable de trouver des nouveaux relais de croissance. Alors la Poste, je ne vous fais pas l'affront de vous la présenter, mais juste en quelques mots, c'est un groupe qui est composé de 5 branches majeures. Une branche que sans doute vous connaissez tous qui regroupe les services, le courrier et le colis de Colissimo, le courrier bien sûr que vous retrouvez dans vos boîtes aux lettres. Et les services, c'est tous ces services de proximité que sont désormais capables d'opérer les agents de la Poste, l'ensemble des facteurs, comme des services liés au maintien à l'habitat des personnes les plus âgées, comme veiller sur mes parents, l'aide à la télédéclaration des impôts, tout un tas de services qui peuvent être faits en profitant de la présence des facteurs devant chacune des portes tous les jours de la semaine. Il y a une deuxième branche que vous connaissez sans doute aussi, qui s'appelle Géopost, qui regroupe des marques telles que DPD, Chronopost, Stuart, pour ne citer qu'elles, et quelques autres, donc spécialistes du monocolie, de l'express et de l'international. Une branche numérique qui regroupe toutes les activités de conseil et d'accompagnement sur les nouvelles technologies digitales du groupe. Le réseau que vous connaissez par l'intermédiaire des bureaux de poste qui sont dans nos centres-villes, centres-villages, et la banque postale, très connue également pour ses activités bancaires, financières et assurances. Il y a une petite branche que j'ai rajoutée ici qui s'appelle Postimo. Vous allez voir qu'elle a de l'importance dans la suite. C'est la filiale de la Poste qui gère l'intégralité du patrimoine foncier du groupe. C'est à peu près 17 000 points de contact en France, énormément de mètres carrés, la deuxième foncière en France. Voilà pour la présentation de la Poste. Alors, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? De quoi il va parler dans tous ces sujets très très techniques? Et notamment ceux qui nous ont beaucoup inspirés, qui sont les travaux de l'Internet physique. Alors, pour vous situer un petit peu où j'en suis là-dessus, moi je suis un ancien de chez Carrefour. Et Carrefour est partenaire de l'école des mines au niveau de la chaire Internet physique qui a été montée par monsieur Chenlepan, que vous verrez tout à l'heure, et le professeur Eric Ballot. Et du coup, ces travaux m'ont beaucoup inspiré aussi et ça s'adapte assez bien aux nouvelles ambitions de la Poste en termes de solutions logistiques. Alors juste pour un petit rappel, quand on regarde les travaux de l'Internet physique, en faisant quelques raccourcis, je vous l'accorde, ce n'est pas moi qui vais vous les expliquer, avec beaucoup d'humilité, je laisserai l'intervenant suivant le faire, mais on peut s'imaginer que derrière les notions d'Internet physique, il y a une notion de transparence, de fluidité, de simplicité qui s'adapte très très bien à la Poste depuis plus de 500 ans. Aujourd'hui, quand vous mettez une enveloppe dans une boîte aux lettres, peu importe qui la transporte, peu importe le réseau qu'elle va suivre, peu importe le circuit qu'elle va parcourir, elle arrivera dans la boîte aux lettres de destination sans que vous n'ayez à vous préoccuper des partenaires qui ont, à un moment donné, transporté cette lettre, que ce soit des partenaires internes en France par le groupe La Poste ou des partenaires externes si votre lettre part à l'étranger. Vous avez une seule facture, c'est votre affranchissement, le timbre que vous avez mis. Vous avez un seul interlocuteur, c'est La Poste à qui vous avez confié ce courrier. La meilleure traduction digitale de ces réseaux qui pourraient ressembler à de l'Internet physique, c'est l'email. Aujourd'hui, quand vous envoyez un email, tous les opérateurs peuvent transporter votre courrier pour aller confier à la boîte mail de votre destinataire le mail que vous avez écrit. Et à l'inverse, tous les opérateurs ont accès à votre propre boîte mail, peu importe que vous soyez en contrat ou pas. Moi, j'ai une adresse mail, elle a une fin orange.fr et pourtant, je n'ai pas aujourd'hui d'autres activités avec Orange que cette fameuse boîte mail. Donc voilà, la Poste a des choses à faire dans ces sujets-là. Et notamment parce que
il reste encore pas mal d'efforts. On a vu le courrier, vous l'envoyez et de manière transparente, il va à sa destination sans qu'on s'en préoccupe. Sur le colis, il y a encore quelques efforts à faire. D'abord parce que toutes les étiquettes ne sont pas lues par tous les réseaux. Donc même au sein de la Poste, vous avez des réseaux Chronopost, vous avez des réseaux Colissimo, vous avez des réseaux facteurs. Et ben, vous avez parfois plusieurs étiquettes différentes qui sont ou qui ne sont pas lues par l'ensemble des réseaux. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que ce soit sans couture le plus possible. Au-delà de la Poste, vous avez d'autres réseaux de transport de colis. Et ces autres réseaux de transport de colis, à leur tour, ne savent pas forcément lire les étiquettes qui sont émises par le groupe La Poste. Vous n'avez pas non plus toujours les mêmes circuits. Et puis, en termes de tracking, chacun utilise son propre réseau de tracking. On ne peut pas dire que ce soit complètement uniforme. Les offres sont un petit peu différentes là-dessus. Alors, la Poste a des choses à y faire aussi parce qu'elle a des actifs qui sont stratégiques pour accompagner des changements sur les réseaux de distribution des colis. Je vous ai déjà parlé des 17 000 points de contact en France qui sont autant d'occasions d'acheminer avec fluidité des objets, des colis, des courriers. Mais vous avez aussi plus de 75 000 facteurs qui chaque jour se présentent devant chacune de vos portes avec un smartphone, donc des opérateurs connectés. C'est un actif incroyable, des opérateurs connectés qui sillonnent toute la France. La plus grande flotte de véhicules électriques du monde, un réseau de distribution en étoile qui est inégalé, donc de Paris à n'importe quelle zone de France en J+1 avec de la circulation de nuit est possible. Vous avez une offre extrêmement large pour adresser le dernier kilomètre. Donc bien sûr, je reviens sur le facteur qui livre tous les matins le courrier, mais vous avez aussi des tournées l'après-midi pour la collecte auprès des entreprises de courrier ou d'objets et la remise de courrier. Et puis, dans certaines grandes villes, vous avez également une tournée le soir pour distribuer les colis ou les lettres contre signature au moment où les gens sont chez eux et forcément un peu moins le matin. Et puis, si on parle de l'international, vous savez que la Poste est très, très française. Pour autant, plus d'un cinquième de son chiffre est effectué à l'international. Et du coup, il y a un réseau de partenaires qui est quand même assez dense pour rejoindre toutes les zones du monde. Alors tout l'enjeu, c'est d'être capable d'orchestrer ces actifs et de les utiliser de sorte à ce que ça puisse donner, comme sur le courrier, un réseau de distribution sans couture. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter 3 exemples de solutions que l'on porte auprès des industriels, solutions logistiques, pour donner un semblant d'intranet physique avant d'être capable d'ouvrir un réseau vers l'Internet physique. Ce premier exemple, vous le voyez, il part de la région parisienne. Il s'appuie sur les compétences de Viapost, qui est une filiale du groupe La Poste, qui gère une grosse partie de l'industrialisation du tri du courrier, mais également tout le transport de La Poste, l'intégralité des flux de transport. Depuis cette région parisienne, on récupère chez notre partenaire dans la cosmétique l'ensemble de ces produits, on compose des commandes et on va, en circulant la nuit, rejoindre des zones reculées, pas très faciles en logistique. Les pros de la supply savent que le sud-ouest est assez compliqué. Nous, on rejoint dans la nuit le sud-ouest pour livrer vers 4h30, 5h du matin les plateformes postales de la région, de sorte à ce que les facteurs de cette zone puissent récupérer, en même temps que les courriers à distribuer, les colis, les shampoings, les colorations, les brosses qui seront distribués au salon de coiffure de cette zone. Mine de rien, quand on regarde ce projet-là avec un peu de recul, on a permis pour un acteur de la cosmétique et du soin beauté d'avoir un seul interlocuteur, une seule facture, un seul outil de tracking et une livraison en J+1 sur tout le territoire, là en l'occurrence le sud-ouest, et ce en ayant pour autant plusieurs partenaires qui successivement se transfèrent des colis et des responsabilités. Le premier partenaire, c'est un prestataire qui nous aide à faire la collecte dans l'entrepôt du partenaire. Ensuite, on a Viapost Industrie qui gère la composition de commandes. Nous avons ensuite Viapost Transport Management qui achemine vers la zone de destination les produits. Et sur l'arrivée, en fonction des zones, on a les colis postiers de Colissimo ou les facteurs de La Poste qui opèrent le dernier kilomètre.
et tout ça avec un seul outil. Alors, au passage, le défi pour la Poste était aussi d'être capable de faire du multicolis. Vous savez que la Poste est un expert du monocolis. Là, pour le coup, on transporte de 8 à 28, 30 colis, dès lors qu'ils ne dépassent pas un certain poids de manière unitaire. Mais pour autant, on a craqué un des points qui était compliqué pour nous, c'était le regroupement et l'allotissement de colis qui est craqué dans cette solution. Là, je vous présente un deuxième exemple. Un deuxième exemple qui s'appuie, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur notre partenaire Postimo, avec depuis un peu plus d'1 an, une surface qui a été transformée au cœur de Paris. Alors au cœur de Paris, pas tout à fait, hein, c'est dans le 17e, vous voyez, mon petit point de localisation n'est pas totalement au cœur, mais c'est une surface qui était initialement dédiée au tri du courrier, en deuxième sous-sol d'un établissement postal, qui a été nettoyé, puisque je vous ai dit, hein, le courrier a tendance à diminuer en volume. C'est une vérité facile à proférer, puisque tout le monde le sait. Et donc ces surfaces-là étaient inutilisées, non valorisées. Elles contenaient quelques archives, quelques matériels réformés. Et donc on a nettoyé ces surfaces, on a monté des racks, on a créé une structure sécurisée par badge, vidéo, caméra, on a remis aux normes le bâtiment et on en a fait un petit entrepôt urbain de 400 mètres carrés qui accueille les produits d'un équipement sportif qui s'appelle Adidas sur une paire de chaussures qui n'est vendable qu'à partir de ce point-là, qui n'est pas disponible dans le réseau et qui a la vocation à être distribuée très très vite pour une expérience utilisateur particulière. Et du coup, lorsqu'une commande arrive, elle tombe sur le smartphone d'un postier de l'établissement qui descend au sous-sol au -2, qui prépare la commande. Alors il y a un petit cérémonial, hein, parce que le packaging est particulier, donc ce cérémonial est respecté avec un beau ruban et une belle facture intégrée dans le colis, et qui est expédié en moins de 4 heures depuis la commande jusqu'à la réception sur Paris et les 22 communes limitrophes, en moins de 6 heures sur la petite couronne, ou en J+1 sur toute la France. L'exemple que je voulais vous montrer, c'était qu'on était capable de transformer des actifs qui auparavant n'étaient pas utilisés de cette façon-là, assez vite finalement, puisque ça a été fait en 3 mois, de sorte à ce que la logique, le besoin des consommateurs en termes de rapidité soit respecté, que la massification possible d'entrée dans la ville des produits soit permise parce qu'un point de stockage, un point d'appui est opéré dans la ville. Pour l'exemple, Adidas nous livre depuis l'Allemagne à peu près tous les 3 semaines un chargement qui rentre en une seule fois et pas en plusieurs camionnettes qui viendraient d'un entrepôt à 40 km de Paris. Et pour le commerçant, il a ce point d'appui, il peut libérer son réseau de vente physique pour de la vente physique et pas pour un point logistique comme d'autres pourraient être tentés de le faire. Et le troisième exemple que je voulais vous montrer, alors il est intéressant justement parce qu'il s'appuie sur ces fameux entrepôts qui ont été éloignés au cours des 30 dernières années du cœur de Paris. Et c'est à peu près vrai dans pas mal de grandes villes en France, les grandes agglomérations. Globalement, les grands logisticiens ont investi dans des surfaces foncières au milieu des champs, à proximité des grands réseaux routiers, pour des entrepôts de massification, grande hauteur, rectangulaires, très faciles à opérer avec une palette et des semi-remorques, mais qui sont un peu en décalage aujourd'hui avec les attentes des collectivités qui veulent protéger leur population des congestions, de la pollution, des nuisances sonores et donc souvent des camions. Des attentes des consommateurs qui veulent beaucoup de rapidité et donc quand on est loin, eh ben, mine de rien, c'est une barrière de plus à la rapidité de livraison. Ce modèle-là, en tout cas, est très efficace pour la gestion de masse de la logistique, est très efficace pour une livraison en J+1, J+2, mais est complètement décalé par rapport aux besoins d'une livraison en H+. Pour répondre à ces constatations, ce qu'on a proposé à quelques grandes zones logistiques autour de Paris, c'est d'opérer une navette qui part en début d'après-midi de ces grandes zones logistiques, qui peut contenir plusieurs opérateurs de ces zones logistiques, qui rentrent dans Paris sur un hub de dispersion. De ce hub, on crée les lots
pour les 12 points de dispersion dans Paris et on distribue le soir, entre 17h30 et 20h30, les colis qui ont pu être commandés le matin même ou le midi même par les clients des e-commerçants opérés chez ces logisticiens. C'est un exemple de massification potentielle, de collaboration potentielle avec un opérateur qui est La Poste, dans les navettes duquel on peut intégrer plusieurs colis de marques différentes. Voilà, vous l'aurez compris avec ces 3 exemples, on a à cœur en fait d'être capable de répondre à 3 acteurs majeurs. Les collectivités, on l'a dit, parce que les politiques de logistique urbaine sont au cœur de leur stratégie de développement, au cœur de leur politique de la ville. Et je passe les détails, tout le monde est capable d'imaginer les attentes d'une mairie, d'un département ou d'une région en termes de logistique. Pour autant, à peu près les 2/3 de ce qu'une ville consomme vient de l'extérieur, donc il faut quand même bien rentrer en ville, malgré le fait que ça comporte des contraintes, et donc comment faire pour les limiter au maximum. Pour les consommateurs finaux, pour les clients, on le voit tous les jours, il n'y a pas une semaine où on n'entend pas parler de la livraison rapide, de la livraison le dimanche matin, de la livraison sur créneau de 30 minutes, pour des produits qui parfois peut-être ne semblent pas le nécessiter. Pour autant, c'est extrêmement difficile de dire quel type de produits sont concernés par ces besoins de rapidité. L'alimentation, c'est un état de fait pour tout le monde, ça se livre rapidement. La pizza en 30 minutes, ça fait 30 ou 40 ans que ça existe, donc ce n'est pas complètement nouveau. Un t-shirt, a-t-il besoin d'être livré en 2 heures? C'est une vraie question. Le maillot de l'équipe de France avec la 2e étoile aurait pu avoir besoin d'être livré en une demi-heure. Je suis sûr qu'on aurait eu pas mal de demandes sur ce produit-là. Ça a beau être un maillot. Voilà. Donc c'est extrêmement compliqué de dire ce qui sera demain nécessaire de livrer très rapidement. Et donc il faut être capable d'accompagner ce mouvement. Et notre 3e acteur, c'est le commerçant. Alors le commerçant sans distinction, hein, c'est autant le commerçant de centre-ville indépendant que les grands réseaux de e-commerçants ou de commerçants physiques. Et ces commerçants, leur principale difficulté, c'est la guerre des prix dans le monde physique, c'est l'évolution du commerce sur Internet qui n'a pas été anticipée par tout le monde au bon moment et qui aujourd'hui bouscule beaucoup les habitudes et les systèmes. Tout ça dans une supply qui a été créée, modifiée, adaptée pour être une supply de masse et qui ne correspond plus tout à fait aux besoins de leurs consommateurs d'être livrés très souvent par de petites quantités. Alors qu'auparavant, la palette était quand même le modèle dominant. Donc voilà les 3 acteurs qu'on essaye de satisfaire dans ces offres. Et finalement, le faisant, notre objectif est d'être capable, avant même les explications qui vous seront données par M. Chenlepan, avant même d'être capable de mettre en place l'Internet physique tel qu'il est décrit, tel qu'il est attendu dans les prochaines décennies, d'être capable déjà au sein de La Poste de travailler avec des notions d'intranet physique, qu'au moins au sein de toutes ces BU, de tous ces réseaux, de tous ces silos peut-être certaines fois, au sein du groupe, on soit capable de créer les passerelles nécessaires pour combiner des offres qui soient vraiment différenciantes en termes de supply chain. Merci pour votre attention. Je remets ma belle page jaune pour relancer l'acteur prochain. Merci. Merci Alexandre. Et j'en profite, j'avais oublié de présenter l'animateur de la session, Alexandre Delguy. Merci beaucoup. S'il y a quelques petites questions, mais rapides, pas très longues, hein, s'il vous plaît. Merci. Comment intégrez-vous les aléas inhérents au trafic que vous partagez avec tous les communs des mortels? Trafic routier? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on le fait beaucoup avec la connaissance des acteurs, de leur tournée, de leur zone. Si vous imaginez un facteur, c'est un acteur de proximité qui est incroyable. Il connaît sa tournée par cœur. Il connaît pratiquement toutes les personnes qui la composent
Et donc, il est capable d'imaginer les moments dans la semaine où ça va être compliqué. Sur le transport de longue distance, c'est un peu la même chose. Le fait d'avoir une filiale de transport qui gère l'intégralité de nos transports permet d'anticiper une partie des aléas du trafic. Pour autant, ce n'est pas magique. Et donc les aléas de distribution, les aléas du trafic sont supportés par tout le monde, par tous les acteurs à peu près de la même façon. Donc, Merci. Une deuxième. Une très rapide. Au-delà des, pardon, au-delà des questions d'organisation, de business model, etc., quels sont les outils qui sont clés pour ce que vous cherchez à déployer en ce moment en matière de numérique ou des choses comme ça? Merci d'avoir posé cette question, c'est une très bonne question. Alors, je vous ai dit, la Poste a de nombreux actifs. Il y a pourtant des choses qui nous manquent, et dans ce qu'on va chercher d'un point de vue digital, il y a énormément de besoins pour piloter en temps réel des activités. Et donc on est en train de regarder des outils qui nous permettront un pilotage opérationnel en temps réel et qui permettent d'anticiper les aléas et potentiellement de prendre les bonnes décisions en amont de ces aléas. Les objets connectés sont également très intéressants pour suivre un colis, pour suivre les événements qui lui arrivent pendant son parcours. Donc les objets connectés sont clés. Le big data, j'en parle même pas parce qu'il y a tellement de données qui sont partagées tous les jours au sein des équipes de la Poste qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et on va aussi sur les espaces qu'on a créés dans Paris. Pour l'instant, il y en a un autre qui ouvre à la fin de l'année en novembre avec près de 550 mètres carrés. On va sur ces espaces utiliser des technologies digitales qui nous paraissent intéressantes quand elles sont présentées sur les PowerPoint des entreprises qui les portent, alors souvent des startups, mais pas que des startups. Et donc dans ces PowerPoint, c'est souvent sexy, souvent séduisant, mais ça ne nous dit pas réellement si ça correspond à des attentes ou à des besoins pour nous. On va tester ces choses-là pendant 2 semaines, 3 mois pour certaines, avec des technologies sur le beacon, des technologies sur la lumière, des technologies qui permettent de libérer les mains des opérateurs qui font du picking, de la gestion de stock. Bref, tout un tas de solutions qui seront testées sur des espaces assez petits, des périmètres restreints, des durées courtes, de sorte à être capable de dire si oui ou non ça a du sens pour l'ensemble du groupe, pour d'autres activités, ou si ça mérite d'être transformé. Donc on va tester pas mal de choses, mais aujourd'hui je dirais l'IoT et le temps réel en Big Data. Merci. Je propose... Bon, merci. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à tous et Alexandre pour faire l'introduction sur le concept Internet physique. Merci beaucoup. Alors, je suis ravi d'être là pour présenter le concept Internet physique. Moi, je suis Chanel Paramètre, enseignant-chercheur à l'École Mines Paris. Et donc, le sujet, c'est sur l'Internet physique. Donc, on va parler le concept et aussi les applications. Et donc, je vais commencer par parler de la tendance d'organisation, les modèles d'organisation logistique, pour expliquer pourquoi on arrive à l'idée de l'Internet physique. Et ensuite, pour ceux qui ne se connaissent pas encore vraiment, je vais définir brièvement la définition sur le concept. Et après, je présente les grands principes, les applications de la guerre industrielle, et je finirai par les perspectives de la recherche. Alors, je vais commencer par le logo de la Poste. Ce n'est pas juste pour faire plaisir à Alexandre. Mais en fait, je pensais que c'est un excellent exemple pour montrer comment interconnecter les services logistiques, même si dans une entreprise, dans un grand acteur comme la Poste. Et donc, ça peut, si vous connaissez l'histoire de Internet, ça peut être après réseau 1.0 pour Internet physique. Alors, assurez-vous qu'en fait, l'initiative d'interconnecter les services logistiques, la Poste n'est pas le seul en France ou dans le monde entier. Par exemple, ici, je montre juste quelques exemples. Les grands acteurs ou les startups focalisés sur le concept-là. Par exemple, si vous connaissez tous Amazon, ils vendent les produits, mais ils vendent en même temps les services logistiques. C'est-à-dire que si vous êtes industriel, vous cherchez des services logistiques, vous pouvez utiliser le service qui s'appelle FBA, Fulfillment by Amazon, pour faire la distribution de produits. Alors, ils proposent les services de stockage, expédition et support logistique. Après, vous trouvez aussi les autres exemples comme
aux États-Unis comme Monash et aussi ES3, qui focalisent sur la mutualisation des flux dans la grande distribution. Alors en France, il y a aussi, je crois que c'est à Paris aussi, il y a une start-up, c'est le Cubine. En fait, c'est le service à la demande. C'est-à-dire que vous cherchez un service, si vous avez un produit à expédier, vous cherchez un service logistique, ils vont venir chercher le produit, faire l'emballage et expédition pour le produit. Et donc, si on regarde un petit peu en détail sur les secteurs, par exemple le transport, en France, on a une start-up qui s'appelle CRC, Centre de routage collaboratif. C'est un intermédiaire qui propose des services de consolider le flux sur un plateforme logistique, puis pour multi-industriels et multi-distributeurs. Donc, leur modèle d'affaires, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, quand on utilise ces services pour consolider le flux avec l'autre industriel, on paye le service à la demande. Alors, la même idée, Mass Move Match, c'est une start-up en France, en Europe aussi, hein, qui est intermédiaire, qui propose de mutualiser les flux dans la grande distribution. Là, CargoStream, c'est une plateforme de données développée par Nalian. C'est aussi le même concept, c'est-à-dire qu'en fait, si on a les flux à expédier, on cherche des partenariats pour mutualiser les flux. On peut publier les demandes sur leur plateforme de données, de flux. Alors, et après, dans les activités de stockage, il y a le Flexi, une start-up américaine. En fait, leur modèle d'affaires, c'est viennent à l'entrepôt installer un outil informatique qui permet de publier votre capacité résiduelle sur votre entrepôt. C'est comme le Booking.com. Alors, la même idée en France, on a le stock booking. Hein. C'est la même idée, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un entrepôt, vous publiez votre capacité résiduelle sur le site. Au contraire, si vous êtes industriel, vous cherchez des capacités de stockage à la demande. Pour à très court terme, vous pouvez utiliser aussi ces services-là pour chercher des capacités. Et donc, bien évidemment, la liste est un petit peu courte ici parce qu'en fait, il y a plein de startups ou des grands acteurs qui jouent aussi sur les autres activités logistiques. Par exemple, les services informatiques, les services de données ou bien la traçabilité. Et donc, je parlais de tout ça, c'est juste pour vous montrer qu'on a l'impression que maintenant, l'organisation logistique est en train de bouleverser par des grands acteurs et aussi par les startups. Alors, si on regarde les modèles qui existent jusqu'à maintenant, hein, les modèles d'organisation sur la logistique, en fait, on peut résumer en 4 modèles. Le premier modèle, c'est le plus ancien, qui existe toujours. En fait, on l'appelle in-house logistics, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les chercheurs de flux qui organisent les activités logistiques. On peut très bien imaginer c'est les producteurs ou bien les distributeurs qui organisent la logistique. Alors, le deuxième modèle, c'est l'externalisation, c'est-à-dire qu'en fait, les industriels peuvent focaliser sur leur activité principale en externalisant les activités logistiques à un prestataire professionnel. Donc là, on a le concept troisième partie logistique. Et donc, basé sur le deuxième modèle, on a le troisième modèle qui est un petit peu plus récent, depuis 2005, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que la collaboration horizontale, bon, en fait, c'est-à-dire que si chaque chaîne logistique il est tout seul, il cherche à collaborer avec une autre chaîne logistique ou des acteurs qui sont sur le même niveau de la chaîne logistique, ce sont des concurrentes. Comment ils peuvent travailler ensemble pour mutualiser les flux et avoir une économie d'échelle de plus. Et donc là, on a introduit le concept KPL, qui est le coordinateur des flux. Et donc, à ces scénarios-là, en fait, la logistique de plusieurs chaînes est organisée par un coordinateur. Des fois, c'est les KPL, des fois, c'est les chassis, qui permet de créer la confiance entre les chaînes logistiques. Alors, très récemment, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, depuis 2010, on a vu un autre scénario. Hein. En fait, c'est l'interconnexion des réseaux ou bien des services logistiques par des intermédiaires ou par des grands acteurs. Et donc là, c'est le scénario, on l'appelle, dans la littérature, on l'appelle aussi, c'est le logistique as a service. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un réseau propre pour l'entreprise, mais quand on a besoin de logistique, le service logistique, on fait la demande. Donc c'est vraiment le service à la demande. Et donc les grands intermédiaires qui jouent aujourd'hui sur ce modèle-là, par exemple, c'est des Amazon ou Alibaba. Alors, en termes de recherche, on est intéressé par ces scénarios-là, ces modèles-là, et on pose la question, comment on peut interconnecter ces services-là? Alors, le scénario initial, c'est qu'en fait, tout le monde travaille dans son coin, c'est un peu isolé, hein, les acteurs et aussi les chaînes logistiques. Et donc, il y a 2 chemins qu'on a vus déjà sur le modèle d'interconnexion. Le premier, c'est que, en fait, c'est par exemple entre les réseaux de la Poste, de pays différents, ils peuvent travailler ensemble pour échanger le colis, distribuer le colis dans chaque pays. Et donc, ils travaillent ensemble par des grandes règles.
qui est défini par le UPU. Et le deuxième scénario, on l'appelle le scénario de monopole, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des crans intermédiaires qui interconnectent les services logistiques pour créer des monopoles. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, comme l'exemple comme Amazon et les autres entreprises comme Alibaba. Et donc là, c'est vraiment l'intermédiaire, c'est le winner qui takes all. Et donc, en termes de recherche, on est intéressé par un scénario, on l'appelle l'interconnexion, mais plutôt pour les entreprises privées, quelle que soit la taille, c'est des grands acteurs ou des startups, et comment ces entreprises-là peuvent construire un réseau décentralisé et créer des confiances entre les joueurs qui permettent d'optimiser encore la performance logistique. C'est par là qu'on introduit le concept Internet physique. Alors, je ne lis pas la définition totale ici, mais en fait, l'Internet physique, le concept, l'idée, c'est pour interconnecter, encore une fois, tous les services et les réseaux logistiques pour créer une collaboration sans rupture, c'est-à-dire qu'en fait, comme Alexandre a dit tout à l'heure, c'est un colis qui est livré par un prestataire et on transfère à l'autre prestataire sans rupture. Et donc, c'est un autre niveau de collaboration, aux coopérations entre les prestataires et aussi les acteurs logistiques. Alors, si vous êtes intéressé, il y a des vidéos YouTube que vous pouvez regarder. Alors, en termes de publication, en fait, il y a un livre Internet physique publié en 2013 ou 2015, je crois. Et il y a le concept Internet physique a aussi discuté dans un numéro spécial de Science. Alors, grâce au support de collègues français, notamment professeur Alexandre Doguet, on a sorti un numéro spécial dans IGBR il y a un an. Donc là, on parle le concept et aussi les travaux de recherche sur le concept Internet physique, si vous êtes intéressé. Alors, là, je parle le concept. Le concept, ça a l'air simple, facile. La vraie difficulté, c'est comment appliquer le concept et réaliser Internet physique. Et donc, pour ma présentation, je vais présenter les grands principes. Donc, j'ai résumé en 3 principes les plus importants. Le premier, c'est-à-dire qu'en fait, Internet physique est passé sur un réseau ou des réseaux ouverts, partagés et décentralisés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va créer un réseau commun, comme Internet. Tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut utiliser les services. Si vous n'avez pas besoin d'Internet physique, vous êtes complètement déconnecté. Donc, c'est comme vous voulez, vous utilisez comme un service, simplement. Et donc, pour montrer l'idée de réseau partagé, alors on l'a fait deux tests. Il y a 2 tests qui sont soutenus pour montrer les résultats des simulations, pour avoir les résultats de simulation. Donc, on a simulé les flux de 2 grands distributeurs en France. Hein. Donc, il y a un scénario, c'est les flux actuels, c'est-à-dire qu'en fait, chacun envoyait leur flux d'un point de départ à un point d'arrivée. Et après, si on propose un réseau partagé en France, et comment ce réseau-là peut aider à mutualiser les flux et peut aider à consolider les flux. Et donc, on a simulé les flux pendant 13 semaines et on a regardé les résultats entre les 2 scénarios. Et donc, en termes de transport, on voit qu'Internet physique, ça permet de consolider le flux, augmenter le taux d'emplissage et réduire l'utilisation de camions. Hein. Et donc, le CO2, on peut réduire le CO2 entre 12% et 55%. Alors, le 55%, c'est grâce au train électrique. Si on peut consolider le flux, on peut utiliser les trains les trains électriques en France pour réduire le CO2. En termes de coût de transport, ça permet de réduire 4% et 30%, entre 4% et 30%. Après le transport, on est aussi intéressé par le coût de stockage. C'est-à-dire qu'en fait, dans un réseau partagé, en fait, les industriels peuvent mettre les stocks plus proches du marché. On n'est pas obligé de mettre toujours les stocks dans toujours le même endroit. Et donc, on a fait les simulations là-dessus, et ça montre que si on a un réseau partagé ouvert, on peut avoir 10% à 30% de gain pour la gestion des stocks. Alors, la valeur, le gain ici, ça dépend de la valeur du produit. Si la valeur est plus chère, le gain est plus important. Et donc, après, une fois qu'on a montré le concept d'avoir un réseau partagé, ce n'est pas inintéressant, on cherche des terrains d'application. Par exemple, l'idée est appliquée dans le startup CRC que j'ai parlé tout à l'heure. Et maintenant, en disant, en fait, si on a un réseau partagé, hein, est-ce qu'on peut mieux consolider les flux pour utiliser les trains, favoriser le train? Et donc, c'est une des questions de recherche qu'on a travaillé avec CRC. Et le Mass Move Match, on a posé la même question, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut mieux utiliser les camions ou les transports multimodaux en Europe? Ça, c'est en France, ça, c'est en Europe. Et pour la gestion des stocks, en fait, Stockbooking, comme je disais tout à l'heure, il propose une plateforme pour publier les capacités de stockage. Mais derrière ces plateformes-là, ils cherchent aussi un modèle d'aide à décision, c'est-à-dire où je mets les stocks.
Et donc, on travaille aussi avec Stop Booking pour fournir un modèle d'aide à la décision. Alors ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est la standardisation et modularisation. Alors, c'est le côté physique, c'est-à-dire que les matériels, les camions, les unités logistiques, etc. Après, il y a le côté informatique. Ce sont des outils, des plateformes digitales, etc. Il y a aussi le process, c'est-à-dire que les entreprises, comment on peut travailler ensemble. Alors, là, c'est juste un exemple pour montrer comment standardiser des matériels. En fait, si vous regardez l'histoire de ports maritimes, avant, c'était ces figures-là, cette photo-là. Et maintenant, comme c'est très standardisé, on n'a pas beaucoup des tailles, des formats standardisés pour les conteneurs maritimes. Hein. Il y a 20 pieds et 40 pieds. Et donc, c'est bien pour le coût de manutention et aussi le taux de remplissage dedans. Et donc, on dit qu'en fait, pour le transport terrestre, est-ce qu'on peut appliquer le même principe qui marche très bien pour les porte-conteneurs, les portes maritimes, pardon. Et donc, on propose des boîtes modulaires standardisées pour optimiser le taux de remplissage et aussi favoriser le coût de manutention. Et donc, nous avons fait des études économiques. Hein, et donc, le taux de remplissage dans les boîtes, peut-être, ce n'est pas 100% remplir, mais globalement, dans les boîtes, on a regardé tous les packaging possibles chez une entreprise. Et donc, sur les boîtes, les palettes complètes, le taux de remplissage, on peut augmenter à peu près 10%. Après, si on regarde les camions, c'est-à-dire qu'avec les boîtes modulaires, on peut faire des palettes plus complètes pour remplir les camions. Et au total, on peut augmenter à peu près 15% sur le taux de remplissage global dans un camion, dans les camions. Et donc, après, on a aussi fait une étude économique avec le Consumer Goods Forums pour montrer qu'en fait, si les boîtes sont standardisées, hein, si les conteneurs sont standardisés, on peut gagner à peu près 5% en coût de manutention en amont chez les industriels et à peu près 30% chez les distributeurs. Parce qu'en fait, si les boîtes sont standardisées, on a moins de rupture de manutention pour préparer la commande. Et donc, ça, c'est les études théoriques. Et en termes de terrain et l'application, en fait, on a deux projets. Un projet européen qui s'appelle Modulisca, qui est déjà fini. En fait, l'idée, c'est un de vos packages, c'est de construire des boîtes modulaires. On appelle, c'est les conteneurs de manutention. Donc, c'est au niveau d'usine, au niveau de manutention. Ensuite, il y a un deuxième projet en cours qui s'appelle Cluster 2.0. L'idée, c'est favoriser les terminaux qui existent déjà en Europe. En utilisant le concept Internet physique pour optimiser l'utilisation de ces terminaux en Europe. Et donc, une des questions, ou un des problèmes de recherche là, c'est comment construire les conteneurs de transport. Et donc, ça, c'est les deux niveaux de conteneurs. Il y a le conteneur de manutention et le conteneur de transport. Et donc, j'ai parlé beaucoup, c'est le côté physique, mais en fait, c'est le côté informatique. Si les outils informatiques sont standardisés et modulaires, on peut aussi avoir une meilleure traçabilité sur les conteneurs. Et donc, par exemple, il y a le projet qui est initialisé par Carrefour, c'est le Tyrol. On met des capteurs dans les rôles pour tracer tous les flux en Île-de-France, pour montrer où sont les flux, comment gérer les flux, mieux gérer les flux. Il y a un deuxième projet, c'est en Allemagne, c'est le GS1 Allemagne, qui en fait, c'est des boîtes de manutention et on met des capteurs dedans pour la traçabilité des flux et des conteneurs. Alors, le troisième principe, je parlais, c'est le troisième principe, c'est les protocoles de collaboration et aux coopérations. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a compris qu'Internet physique, c'est un réseau ouvert. Tout le monde peut travailler ensemble. Mais comment on peut travailler ensemble pour arriver à une optimisation globale, par exemple? Et donc, il y a des questions de recherche. Je n'ai pas encore les chiffres à montrer, les résultats, mais il y a des questions de recherche, par exemple, les protocoles de rodage. Comment, dans un hub Internet physique, comment les flux peuvent router pour optimiser le transport. Et la deuxième question, c'est les mécanismes ou des règles de collaboration, c'est-à-dire comment les entreprises peuvent travailler ensemble. Et la troisième question, c'est que s'il y a une entreprise ou une start-up qui veut utiliser Internet physique, comment elle peut créer un nouveau modèle d'affaires pour créer des revenus, par exemple, ou optimiser leurs revenus. Alors, pour étudier ces questions-là, dans notre équipe, on a développé un jeu de transport, un jeu de plateau, c'est-à-dire qu'en fait, les joueurs sont des transporteurs, il y a des demandes de transport, et donc c'est les joueurs qui proposent un prix pour gagner le marché.
Et donc, on va voir, on va jouer deux scénarios, un scénario sans Internet physique et un scénario avec Internet physique. Et on regarde comment les gens peuvent optimiser leurs décisions pour gagner le marché. Alors, au niveau des plateformes intermédiaires, on essaie de aussi appliquer les règles de collaboration dans les plateformes linéaires que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est les recherches en cours. Alors, j'arrive sur les 3 derniers slides. Et donc, pour montrer les perspectives de la recherche, j'ai parlé beaucoup les principes et l'application. En fait, pour suivre la recherche, nous avons montré une chaire qui s'appelait chaire Internet physique à l'école des mines. Donc, ça, c'est les partenariats de la chaire. Et donc, il y a 4 axes qu'on veut bien qu'on suive pour développer le concept et aussi appliquer le concept dans les cas industriels. Le premier, c'est le fondament de recherche, c'est-à-dire qu'en fait, comment concevoir les réseaux, par exemple, et comment proposer des modèles d'aide à la décision pour optimiser le transport dans Internet physique. Et le deuxième axe, c'est le modèle de performance, c'est-à-dire qu'en fait, pour analyser si on a Internet physique, quel est l'avantage et le désavantage, quelle est la performance potentielle. Et le troisième axe, c'est les plateformes intermédiation, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux intermédiaires en utilisant Internet physique. Est-ce qu'on peut proposer les mieux les outils d'aide à la décision pour eux? Quatrième axe, c'est pour appliquer le concept Internet physique en logistique européenne, pour développer l'organisation de logistique européenne plus durable. Alors, ça c'est le slide pour montrer la vision en Europe. Donc, notre équipe basée en France, mais on travaille aussi avec Alice, qui est une plateforme, qui est une alliance logistique pour l'Europe. Et donc, on a construit une feuille de route, pour montrer comment on peut y arriver en 2050, 0 émission en logistique. Et donc, Internet physique, c'est un des chemins, c'est une des solutions les plus importantes dans ces feuilles de route-là. Donc, on dit qu'en 2030, on va réaliser Internet physique en Europe. Finalement, c'est pour arriver 0 émission en logistique. Donc, ça, c'est les grands acteurs sur l'alliance Alice. Alors, ça, c'est le dernier slide. Je finis avec ça. Et donc, en France, en Europe, on n'est pas tout seul. Donc ça, c'est tous des équipes qui sont travaillées déjà sur le concept Internet physique, qui sont intéressées ou qui sont commencées à travailler des recherches là-dessus. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. Quelques petites questions courtes pour qu'on puisse tenir le timing. Est-ce que vous parlez de pensée administrative aussi à travers les frontières? Est-ce que vous voyez une frontière flux qui est possible? Je pense dans le contexte Irlande, Brexit, comme ça. Alors, excellente question. En fait, alors pour l'instant, la vision, on focalise sur l'Europe déjà. Et donc, les flux, par exemple, si je comprends bien, la question, c'est est-ce qu'il y a le flux, comment se passent les flux entre les douanes, s'il y a douanes. Les procédés administratifs, VAT, taxes, oui. D'accord. En fait, la question, si je prends l'exemple des conteneurs maritimes, enfin les ports maritimes, c'est déjà la situation là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le point d'entrée pour un pays ou une région, en fait. Et donc, tous ces problèmes administratifs, certainement, dans Internet physique, si, comment dire, si c'est le flux entre les pays, certainement, on va traiter ces problèmes-là. Mais par exemple, si c'est en Europe, pourquoi on commence par l'Europe déjà? Parce que le problème est plus simple. Et donc, il n'y a pas de... On a le point d'entrée pour les flux, hein, mais par contre, au niveau de taxes, c'est plus simple déjà. Mais c'est vrai que... après Brexit, je ne peux pas... Merci. D'autres questions? Bonjour, vous avez mentionné dans votre concept de réseau décentralisé l'importance de la confiance. Vous n'avez pas cité les éventuelles utilisations des technologies blockchain. On voit dans le maritime des premières annonces avec l'idée de pouvoir avoir des standards qui permettraient d'automatiser l'ensemble des opérations d'affrètement avec des gains, des coûts administratifs et des réductions de délais. Est-ce que c'est des choses que vous regardez aussi au sein de la chaîne? Merci
Merci pour la question. En fait, c'est une question aussi qui permet de répondre à la question suivante. En fait, par exemple, blockchain, c'est une excellente technologie pour appliquer à ce contexte-là. Et donc, oui, bien sûr, on a regardé la technologie de blockchain pour favoriser le transfert de flux. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on utilise blockchain juste comme une base de données. Hein. Tout le monde peut regarder les flux qui sont enregistrés sur le blockchain, ou bien on peut utiliser les smart contracts. L'exemple que vous avez montré, c'est plutôt le smart contract. Mais là, je ne suis pas un expert là-dessus, mais ce qu'on a parlé, c'est qu'il y a un problème de stabilité, etc. Bon, mais par contre, c'est une des solutions qu'on regarde beaucoup, c'est-à-dire que comment on peut favoriser toutes les difficultés administratives au niveau entre les pays ou bien entre les entreprises. Bon, il y a beaucoup de recherches là-dessus aussi liées au concept Internet physique. Si vous avez... Une petite dernière. Dernière que m'incite à poser le précédent intervenant. Merci beaucoup. Mais effectivement, pour ma part, en vous écoutant, j'avais plus en tête l'idée d'une sorte de blockchain physique, parce que, à contrario, je ne retrouvais pas une caractéristique essentielle d'Internet, à savoir la dimension hyper textuelle. Et où la retrouve-t-on dans votre approche de la logistique en termes d'Internet physique, si ma question fait sens? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Par contre. Il me semble qu'une des caractéristiques majeures de l'Internet, c'est l'hypertexte, c'est la possibilité de passer d'une échelle à l'autre, d'un clic à l'autre, parfois même de manière un peu aléatoire. Et cette idée-là, je ne la retrouve pas dans l'usage métaphorique que vous faites d'Internet pour appréhender le système de transport. Et il me semblait que blockchain physique éclairait davantage le sens de votre démarche. En fait, oui, c'est vrai que dans la présentation, je n'ai pas montré l'échelle. Enfin, il y a une photo que je n'ai pas montrée. En fait, on a aussi l'échelle parce qu'on peut très bien construire un réseau local. Et là, ce réseau local, peut-être il y a un point de sortant ou un point d'entrée pour connecter à un autre réseau. Par exemple, la France, ça peut être un réseau, la figure que je montrais. Après, pour connecter ce réseau-là à l'autre échelle, par exemple le réseau Europe, c'est pour ça qu'on regarde le réseau TEN-T en Europe, c'est-à-dire que c'est les terminaux les plus importants. Alors, les terminaux, ça peut être un point d'entrée ou le point de transfert du flux, avec le transport multimodal, bien sûr. Et donc, le blockchain, ça peut appliquer juste le réseau local, c'est-à-dire entre les acteurs, ou bien un grand réseau entre les réseaux logistiques qui sont interconnectés par des tronçons de transport multimodal. Merci pour la question. Bonjour à tous et merci aux deux précédents orateurs qui nous ont montré tout le bien pour les utilisateurs, qu'ils soient consommateurs ou fournisseurs, à utiliser des réseaux logistiques modernes avec beaucoup de différents niveaux, beaucoup de types des modes de transport. Et malheureusement, moi je viens avec des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que je vais vous montrer la difficulté pratique qu'il y a à organiser ces transports d'un bout à l'autre d'une chaîne logistique. Alors tout va être simple pour le client, mais tout est un petit peu plus compliqué pour les organisateurs de transport. Et je vais vous parler d'optimisation des transports avec des contraintes dites de synchronisation entre ces différents acteurs. Alors, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde comment on parle de transport, comment on parle de logistique dans les différentes publications sur l'industrie du futur, il y a plusieurs mots-clés qui reviennent assez souvent. La logistique du dernier kilomètre, massification, mutualisation, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, de collaboration, de multicanal, complexification des flux, etc. Vous avez tous les mots-clés ici dont je vais vous parler ce matin. Il y a d'autres mots-clés qui apparaissent aussi régulièrement sur la colonne de droite, dont je ne vais pas vous parler maintenant, mais j'ai vu dans les présentations suivantes que c'est des thèmes qui allaient être aussi abordés. Donc, on considère ici un réseau logistique assez vaste avec plusieurs types d'acteurs, des dimensions des transports nationaux, des transports locaux, et on considère un réseau qui est interconnecté, c'est-à-dire qu'il y a différents acteurs locaux, différents acteurs nationaux qui sont appelés les uns après les autres pour transporter des produits d'un bout à l'autre de la chaîne logistique. Et la difficulté, ça va être justement d'interconnecter ces différents réseaux de transport. Donc ça répond un peu à la question qui vient d'être posée sur ces liens hypertextes entre les différents réseaux. Comment passer de manière souple et transparente pour les utilisateurs d'un réseau local à un réseau national, puis ensuite encore à un réseau local pour une distribution vers le client final. Et
D'un point de vue scientifique, toutes ces questions-là peuvent être traitées par l'intermédiaire d'une notion qui est les transports avec synchronisation. Donc c'est un mot-clé qui va englober pas mal de contraintes différentes. Et ça a été unifié, on va dire, non pas défini par unifié, mais unifié par Michael Drexel en 2012 dans un survey que je vous recommande si vous vous intéressez à la question. Donc plus généralement, on va parler de problèmes d'optimisation des transports avec contraintes de synchronisation dès qu'on a des interdépendances entre différents réseaux de distribution ou dès qu'un bien, un produit va être passé d'un véhicule à un autre lorsqu'il doit être transporté jusqu'au client final. Alors je vais vous présenter dans un premier temps plusieurs exemples qu'on a été amené à traiter ces dernières années dans l'équipe système logistique et de production à IMT Atlantique. Donc ce sont des travaux, alors je n'ai pas participé à tous ces travaux, ça a été fait en général avec 2 ou 3 collègues, dont beaucoup de travaux avec mon collègue Fabien Lehédé et différents doctorants dont vous avez les noms sur les différentes diapos. Donc un premier cas qu'on a rencontré il y a quelques années dans un contexte de transport de personnes avec handicap mental qui étaient transportées vers leurs établissements. Ça pouvait être des ESAT, des IME. Et on a imaginé un système où plutôt que d'avoir des transports en étoile autour de chaque établissement, on avait une mutualisation des transports entre plusieurs établissements. Et qui dit mutualisation des transports disait nécessité de transférer certaines personnes d'un véhicule à un autre. Et donc, ça nécessitait des contraintes de synchronisation très fortes entre les véhicules, parce qu'il n'était pas question, bien sûr, de faire attendre des personnes, d'autant plus des personnes handicapées, au bord de la route ou sur un parking. Un deuxième exemple, plus récent, la thèse donc, de Philippe Grangier en 2015, qui parle de tournées de véhicules multi-échelons avec des contraintes de synchronisation à ce qu'on appelle des satellites, qui peuvent être des centres de distribution urbains. Donc ici, on voit un système de distribution pour la logistique urbaine avec un premier entrepôt qui est en dehors de la ville et plusieurs satellites qui sont des plus petits entrepôts qui sont là à l'intérieur de la ville, qui vont servir de point de relais avant d'aller faire la distribution dernier kilomètre au client final. Et donc là, il y a des contraintes de synchronisation très précises sur ces satellites parce qu'il y a d'autres véhicules qui attendent pour faire la distribution. Un troisième exemple, à un niveau national, on a travaillé sur la mutualisation d'expédition de produits horticoles entre un certain nombre de producteurs de la région angevine. Ce sont les 4 petits carrés rouges que vous avez au centre et des clients qui sont répartis dans toute la France. Donc là, on parle de plusieurs milliers de clients. Et le but était de synchroniser les opérations de production et d'expédition de ces 4 horticulteurs de manière à pouvoir grouper leur chargement pour pouvoir avoir des économies d'échelle et diminuer les coûts de distribution toute France via un réseau logistique en plusieurs échelons. Et donc, il y avait là une synchronisation d'opérations à la fois de production, parce qu'il fallait, pour qu'un véhicule puisse passer par plusieurs points de chargement, que la production soit prête aux mêmes heures dans différentes entreprises qui étaient concurrentes. Un quatrième exemple dans un monde totalement différent, c'est la thèse ici d'Axel Grimaud en 2016, qui concerne des opérations de travaux publics. Imaginez un gros chantier routier avec la nécessité qu'un camion rempli d'enrobés arrive toutes les temps de minutes sur le chantier. Donc ici, on a un chantier qui est cadencé et on a des camions pleins, donc on n'a pas de problème de routage. Le camion va directement de la centrale à enrobés au point de déchargement. La seule difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait exactement un camion qui arrive toutes les temps de minutes, sans attente si possible. Et donc là, tout le planning de production de cet enrobé et de transport est fait de manière à ce qu'il y ait une synchronisation exacte de tous les acteurs en production, transport et utilisation de l'enrobé le long d'un réseau logistique. Donc ce que vous avez comme représentation graphique ici, c'est un graphe espace-temps. Vous avez en échelle des abscisses le temps et en échelle des ordonnées le passage par différents points du réseau logistique avec des opérations de chargement et de déchargement. Enfin, un dernier exemple qui a été
plus ou moins abordé par Shenlepan. C'était dans la thèse de Juliette Medina en 2016, donc dans l'entreprise 4S Network, dont CRC Service est une filiale, qui était sur l'optimisation d'un système de distribution collaborative via les centres de routage collaboratif, les fameux CRC. Et la difficulté ici était de synchroniser plusieurs routes de distribution entre des fournisseurs, enfin, depuis des fournisseurs jusqu'à des clients qui sont les plateformes de la grande distribution, avec synchronisation de tous ces flux à des entrepôts qui s'appellent les centres de routage collaboratif, que vous avez ici en gris au milieu sur la figure. Si je repars de cet exemple-là, une des difficultés est que justement une commande d'un client n'est pas composée de palettes complètement homogènes, mais une commande peut avoir plusieurs lignes de commande qui viennent d'un même industriel, mais fabriquées sur des sites différents, à des heures potentiellement différentes. Or, le client souhaite être livré en une seule fois. Et donc pour ça, il va falloir que les flux convergent à un moment donné pour que le client soit livré en une seule fois. Donc ça m'amène à passer à l'avant-dernière partie de ma présentation, qui va recenser maintenant les difficultés techniques et les modifications nécessaires dans les algorithmes d'optimisation de tournée pour pouvoir répondre à ces contraintes de synchronisation. Donc ici, si on regarde un client qui est représenté par le rond rouge, qui souhaite être livré le mardi entre 12h et 16h, qui a passé une commande à un industriel qui va produire 2 lignes de commande sur 2 sites différents, donc qui sont représentés par les carrés jaunes. Donc une première ligne de commande va partir le lundi entre 8h et 10h, une deuxième le lundi entre 8h et 18h. Éventuellement, ces lignes de commande vont transiter par différents entrepôts intermédiaires, puis être regroupées à un entrepôt. Ici, c'est le centre de routage collaboratif. Et ce type de process, qu'on appelle le merge in transit, nécessite d'arriver à router les flux qui sont soumis à des fenêtres horaires à la fois pour la production, pour le transport et pour la livraison, et d'avoir un point de regroupement, donc de synchronisation de commandes avant la livraison. Et ça, c'est une difficulté dans de nombreux algorithmes de routage, d'arriver à regrouper les flux à un moment donné sur un lieu donné. Une deuxième difficulté est justement sur l'interconnexion des différents réseaux. Il y a beaucoup de réseaux, notamment des réseaux de longue distance, qui vont considérer le temps de manière discrète. On va discrétiser le temps par créneau de 3 heures, 4 heures, voire 6 heures. Et on va raisonner sur un horizon temporel, par exemple, d'1 semaine. Et donc, ici, on va avoir une représentation espace-temps de ce qui se passe dans un réseau logistique par les petits points violets, c'est-à-dire en abscisse toujours le temps, et en ordonnée le passage de différentes routes sur différents points. En revanche, lorsqu'on va parler de distribution locale, du dernier kilomètre, ou de distribution vraiment régionale et de tournée de véhicules, on va considérer le temps de manière continue, et les différents prestataires de transport vont organiser leur tournée de manière à arriver à la minute près à différents points. Même si pour le client, on a fourni une fenêtre horaire, pour le transporteur, on raisonne à la minute près. Et donc, pour router des produits depuis un bout du réseau jusqu'au client final, il va falloir passer à la fois par une partie du réseau qui est représentée de manière discrétisée et une autre partie qui est représentée de manière continue. Et ça, c'est pas facile à faire. Il y a peu de gens qui le font actuellement. Donc, dans le cadre toujours de la thèse de Juliette Medina, on a créé une représentation qui mixait les deux approches et on a résolu un problème d'optimisation de tournée via une méthode de génération de colonnes avec de la recherche tabou. Je ne vais pas vous présenter les détails aujourd'hui, ce n'est pas forcément le lieu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à poser des questions. Ensuite, beaucoup de problèmes de réalisabilité. Les choses qui paraissent évidentes sans synchronisation entre différents véhicules deviennent d'un seul coup difficiles dans les algorithmes lorsqu'on a des tournées qui sont synchronisées les unes par rapport aux autres. Un exemple tout simple, c'est que lorsqu'on a des temps de trajet qui sont limités, ce qui est le cas dans toutes les applications de transport de personnes notamment, ou de transport de colis express, ou lorsqu'on a des durées de tournée limitées, pour des raisons notamment de législation,
de temps de travail des chauffeurs. On ne peut pas, dans nos algorithmes, décider d'insérer une nouvelle demande de transport, une nouvelle requête, on appelle ça, de manière neutre dans une tournée, parce que ça peut maintenant avoir un impact sur d'autres tournées. Donc toute modification d'une tournée qui est connectée à d'autres tournées peut avoir un impact sur d'autres tournées. Pour illustrer ça, un tout petit exemple, on a ici une première tournée, la route 1 sur la ligne noire horizontale et la route 2 sur la ligne bleue horizontale. Et on considère que ces deux tournées-là sont interconnectées au point T, c'est-à-dire qu'une marchandise part du point P1 et va arriver au point D1, donc pick-up delivery, donc le point de montée, le point de descente. La marchandise 1 va être transférée sur la route 2 au point T, alors qu'on a une deuxième requête 2 qui va monter en P2 et descendre en D2. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, on a du retard sur la route 1, ou si on a rajouté un client sur la route 1 qui décale P1, voilà ce qui va se passer. On va décaler P1, donc on va décaler aussi dans le temps le moment où on va transférer, et on va décaler dans le temps la dépose donc, de 2. Et ce qui peut se passer si jamais le temps alloué au transport de la requête 2 est limité, c'est qu'ici, le fait d'avoir décalé quelque chose sur la route 1 va rendre la route 2 non réalisable, alors que la requête 2 n'avait absolument rien demandé à personne. Imaginons même qu'on aille jusqu'au bout de la route, on va décaler également le moment où on va déposer D1, et il est possible du coup que la route 2 soit trop longue, le temps de transport du chauffeur sur la route 2 soit trop long, parce qu'on a rajouté quelque chose sur une autre route. Et donc, on voit ici que toutes les routes sont liées les unes aux autres, et ça va introduire des tas de difficultés dans les algorithmes de résolution. Donc, dans les algorithmes de résolution, justement, on a des tas de méthodes approchées qui vont procéder par des petites modifications locales des solutions, quelles que soient notamment les heuristiques ou méta-heuristiques. On va modifier une route, détruire une partie de la solution, puis reconstruire, etc. etc. Et on voit bien qu'on ne peut plus faire ça de manière très simple, parce que dès qu'on touche à une partie de la solution, on peut potentiellement impacter toutes les solutions. Donc on a travaillé pas mal là-dessus, donc avec mon collègue Fabien Lehédé, avec différents doctorants, sur des méthodes de réoptimisation qui ne vont pas trop perturber les solutions, ou qui vont le faire de manière très efficace. On a notamment étendu la notion de forward time slack de Savalsberg pour tenir compte des transferts de marchandises d'une route à une autre. Et on a testé en temps constant la réalisabilité de l'insertion d'une requête. Alors que ce n'était pas forcément évident, étant donné que l'insertion d'une requête pouvait affecter tous les points d'une solution. Lorsqu'on a des limitations de temps dans les tournées, dans le cadre de la thèse de Renaud Masson, on a travaillé notamment sur des tests d'insertion qu'on avait modélisés comme un problème d'ordonnancement. On a retrouvé un vieux problème d'ordonnancement qu'on ne connaissait absolument pas, qui avait été résolu par Targent en 1981. Le seul problème, c'est que notre algorithme faisait ça des dizaines de milliers de fois, voire plus, et qu'une complexité en haut de NM, c'était déjà trop long pour résoudre ça. Et donc, on a réussi, en rajoutant des conditions nécessaires, des conditions suffisantes, de retarder le plus possible le moment où on allait exécuter cet algorithme-là pour maintenir un temps de résolution correct. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant, pour conclure, de 2 projets qui sont en cours. Alors, le premier projet, je ne sais pas si ça vaut encore le coup d'en parler, tant on a parlé d'Internet physique, mais c'est un problème. C'est un projet qui vise à étendre les travaux menés par CRC Services à une mutualisation à la fois en amont et en aval de la chaîne logistique, avec possibilité notamment d'utiliser plusieurs modes de transport et de livrer aux clients sans passer par les hubs. Donc vous avez tous les acteurs qui sont présentés ici. Et un deuxième projet qui est un ANR franco-allemand avec nos collègues de l'Université de Mayence, qui vise à étudier des nouveaux systèmes de distribution urbaine, notamment, qui vont être intermodaux et qui vont avoir des fortes contraintes de synchronisation en différents points. Un exemple, c'est la deuxième ligne ici, véhicule actif et passif. On imagine un gros camion qui va transporter des petits véhicules. Et ces petits véhicules, ça peut être des vélos, ça peut même être des petits camions électriques qui, eux, vont faire
la distribution dernier kilomètre dans des centres-villes congestionnés. Et ces petits camions qui vont être déposés à un certain point vont ensuite se répartir dans la ville, puis revenir à un autre point où le gros camion se sera déplacé. Alors, on n'a pas encore de drone dans ce modèle-là, mais on pourrait très bien imaginer différents types de petits véhicules qui vont se coordonner les uns avec les autres. Et donc là, les contraintes de synchronisation sont vraiment partout et on a beaucoup de défis à résoudre dans ce projet-là. Une date, si jamais vous êtes intéressé par ces questions-là, on va organiser dans le cadre de cet ANR un workshop au mois de septembre à Nantes l'année prochaine sur les problèmes de synchronisation dans les transports. Voilà, donc la conclusion générale, c'est que qui dit nouvelle technologie, nouvelle pratique logistique, évidemment dit possibilité de générer des gains, de faire des économies, mais au prix d'une complexité accrue de la chaîne logistique. Et maîtriser donc cette complexité est un facteur de réussite. Et pour maîtriser cette complexité, il faut perfectionner les algorithmes d'optimisation des transports, avec notamment l'irruption dans les algorithmes de transport d'algorithmes d'ordonnancement, ce qui plaide pour une coopération un peu plus accrue entre les routeurs et les ordonnanceurs. Et le message, c'est que toute décision locale peut de nouveau ici avoir des conséquences globales sur toute la chaîne logistique. Donc le défi scientifique serait vraiment de construire des solutions qui ne soient pas trop sensibles à des petites modifications locales, essayer de construire des systèmes robustes. Là, on n'y est pas encore et on a beaucoup de pain sur la planche. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Olivier. Quelques questions? Michel. Oui, merci pour cette présentation très intéressante. J'ai juste une interrogation par rapport à l'Internet physique qu'on a vu avant. Est-ce que vous êtes consommateur ou fournisseur de solutions ou de problèmes? Personnellement, je ne suis ni consommateur ni fournisseur. On travaille souvent pour des gens qui se présentent comme des prestataires de mutualisation. C'est-à-dire qu'ils vont considérer le système globalement et essayer de l'optimiser. Donc ils vont travailler soit pour les fournisseurs, soit pour les distributeurs en bas de l'échelle, soit pour les deux en essayant d'apporter du flux dans leur système logistique. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, bonjour, Alain Roussel de l'AFIS. Vous parlez en fait de défis scientifiques. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exposé sur l'Internet physique, c'est qu'il y a le besoin est venu à un moment donné des humains, en fait, des routiers, qui avaient des besoins personnels, quoi, en fait, finalement. Comment l'acceptabilité par les acteurs est prise en compte dans vos travaux? Alors, par quels acteurs Les intervenants, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans tous ces processus logistiques. Alors, l'acceptabilité, justement, se joue au niveau des conditions de travail. L'intérêt pour toutes les personnes qui vont transporter des biens ici, c'est de pouvoir rester dans un périmètre d'action qui est connu et de ne pas aller traiter, de pouvoir transférer leurs marchandises d'un réseau de distribution à un autre de manière à ce que ce soit neutre pour le client. Ici, pour les transporteurs, il n'y a pas forcément de modification. Ils ont toujours leur réseau logistique et c'est au niveau de l'interconnexion des réseaux logistiques qu'il y a du changement. Donc là où il y a un changement dans le mode de travail, c'est notamment au niveau des entrepôts, où il y a beaucoup de synchronisation. Il y a une entrée et une sortie d'entrepôt peut-être accélérée par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde de la logistique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux me permettre une petite question, moi. Vous avez un projet sur Internet physique. J'ai le sentiment qu'Internet physique, c'est des solutions décentralisées, donc c'est l'autonomie des acteurs. Et vous êtes quand même sur l'optimisation globale. Vous essayez d'optimiser globalement. Quelle est la place de cette approche dans l'Internet physique et inversement? Alors, je vais faire passer le sous-titre parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un projet contribuer à la construction de l'Internet physique en France. C'est vraiment aller vers quelque chose qui commence à ressembler à l'Internet physique. Ce n'est pas une mise en œuvre de l'Internet physique. Et le projet se veut ouvert parce que à long terme, ça ne va pas être qu'en France, ça va être sur un horizon international. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer de plus en plus d'acteurs dans ce type de fonctionnement. Mais ce n'est absolument pas une mise en œuvre des concepts de l'Internet physique tels qu'ils ont été définis par Shane Nepan.
ça s'intéresse uniquement ici au transport, non pas à la containerisation notamment. Mais c'est un pas vers les principes de l'Internet physique. Ok, merci. Bonjour à tous. Effectivement, je ne vais pas parler de logistique. Je vais parler de réseau, mais plutôt de réseau de création de valeur. Et je vais aborder aussi quelque chose qui était sous-jacent aussi dans les travaux précédents, qui est le service qu'on délivre finalement aux clients. Mais pas uniquement un service logistique cette fois-ci, mais des services qui sont liés à nos produits industriels plus largement. Voilà, alors je voudrais aussi insister aujourd'hui sur un des points que je souhaite souligner, à savoir dans cette transition qui est déjà en cours depuis un certain temps vers le service, vers la vente d'usage. Il y a une transformation de nos modèles industriels qu'on traite bien évidemment, mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a une question d'alignement du modèle industriel avec le modèle d'affaires plus globalement. Donc c'est l'un des messages que j'essaie de faire passer, c'est-à-dire la nécessité de traiter conjointement la transformation de nos modèles d'affaires, nos business models, et notre modèle industriel derrière, et l'alignement entre les deux est l'une des points clés pour l'avenir. Alors, je voudrais commencer par quelques slides simplement pour souligner et rappeler de quoi je parle. Je parle de vente d'usage, de services, et notamment dans l'industrie de ce qu'on appelle les systèmes produits-services, c'est-à-dire le fait qu'on puisse coupler du service au cycle de vie du produit, et non seulement coupler du service, mais vendre le produit en tant que service. Hein, c'est très connu dans l'industrie informatique, mais c'est aujourd'hui très connu dans l'industrie manufacturière. C'est-à-dire vendre l'usage du produit en lui-même, et on appelle ça des offres produits-services qui peuvent s'associer à ce modèle économique différent qu'on appelle la vente d'usage, et également qu'on connaît en France sous le terme économie de fonctionnalité. Donc, différents types de produits-services. Donc là, vous avez simplement une petite typologie très connue qui souligne le fait qu'on va avoir des couplages entre l'aspect produit tangible et l'aspect immatériel service qui peuvent varier dans l'offre de valeur de l'entreprise, avec soit des systèmes produits-services qui mettent en exergue quand même le produit, l'aspect matériel assez fortement, et simplement des services à valeur ajoutée, mais toujours avec un modèle économique classique, ou bien des modèles où on va basculer sur la vente d'usage, l'économie de fonctionnalité, soit en vendant la mise à disposition d'un système technique, d'un produit, soit en vendant même la performance produite par ce système. Point également important, c'est que ces offres, si elles ne sont pas nouvelles aujourd'hui, se développent fortement dans l'ensemble de l'économie, à la fois en business to customer, donc pour nous en tant qu'utilisateurs finaux, mais également dans le business to business. Par exemple, vous créez des machines spéciales pour l'industrie. Eh bien, vous pouvez aussi aujourd'hui avoir des offres de vente à l'usage, de mise à disposition à l'usage de ces systèmes industriels. Donc, je dirais que ce n'est pas une stratégie qui est nouvelle aujourd'hui, c'est une stratégie du reste qui existait depuis des millénaires dans l'économie. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle se déploie à tous les niveaux de l'économie, qu'elle se déploie... Les cas emblématiques en France datent déjà presque d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années dans les grandes structures, mais aujourd'hui, elle se déploie dans les petites structures, dans les PME, les ETI. Donc, elle se déploie sur l'ensemble de l'économie. La transition de notre économie est une question clé. Comment piloter, manager cette transformation? Il y a une transformation en profondeur des business models de chaque entreprise, mais également des business models dans leur écosystème. Donc c'est en lien à la transformation de l'écosystème plus global. Et puis autre phénomène aujourd'hui, cette transformation produit-service est indissociable d'un autre élément important de l'industrie du futur, qui est la digitalisation, l'aspect numérique. Les systèmes produits-services sont une vision également économique de la transformation du produit vers du produit intelligent, digitalisé, qui permet connecté,
qui permet notamment la gestion d'ensemble du cycle de vie. D'où l'espace clair pour une activité de recherche, à la fois pour créer toutes ces connaissances dont on a besoin sur la maîtrise de cette transformation, mais aussi pour une recherche très fortement partenariale, c'est-à-dire pour aujourd'hui transférer au maximum vers l'industrie les nouvelles méthodes d'organisation industrielle qui sont nécessaires de ce point de vue. Donc ça nous amène à comprendre que quand je parle de système produit-service, je parle aussi d'un processus de transformation qu'on appelle le processus de servicisation. Vous voyez à notre premier schéma de mots, servicisation, productisation. On a des transformations où l'entreprise était manufacturière, elle était orientée produit et elle va vers des offres de performance ou d'usage. Mais on a aussi des cas qu'on traite aujourd'hui où des entreprises initialement de services voient tout l'intérêt du couplage produit-service et également vont évoluer vers des offres et des capacités industrielles plus complexes. Une transition qui va toucher tous les secteurs du business model. Il y a une transformation stratégique sur laquelle je vais revenir, des stratégies d'innovation et de création de valeur des entreprises, une transformation des modes de relation client. Évidemment, quand on bascule sur de la vente de services, de la vente d'usage, alors qu'on vendait auparavant du produit, la question n'est plus uniquement sur la maîtrise de logistique, la maîtrise de l'efficience industrielle. Elle vient sur la maîtrise d'une relation client et sur sa gestion à long terme, qui est une transformation vraiment importante. Transformation du modèle économique, c'est un facteur clé sur lequel je vais revenir, sur lequel on travaille. On a des nouveaux équilibres économiques, à la fois pour le provider de solutions, à la fois pour également le client, et des nouveaux facteurs de régulation également. Voilà, et puis des transitions, on le disait, digitales, transition parce qu'on a des leviers vers le développement durable. Ça serait des questions qu'on n'a pas le temps de débattre, mais qu'on pourrait débattre profondément. Et puis transformation interne, que ce soit de la culture d'entreprise ou des processus métiers. Donc en général, la servicisation, c'est un processus progressif qui va s'étaler sur plusieurs années quand on démarre d'une entreprise qui avait une orientation fortement manufacturière, par exemple. Donc, premier point sur lequel je voudrais insister, il y a effectivement derrière ça une transformation de notre modèle d'affaires avant de parler plus profondément du modèle industriel. Alors, qu'est-ce qu'on a abordé de ce point de vue-là? Pour l'instant, je vais souligner un certain nombre de points clés de collaboration sur lesquels on a travaillé sur ces domaines. D'abord, une question de stratégie de l'entreprise, stratégie industrielle. Et comment, également dans une PME, dans une ETI, mener ce projet de rénovation stratégique qui s'appuie sur l'usage et sur le service. Est-ce que c'est pertinent pour mon business? Pour lequel de mes secteurs d'activité c'est pertinent? Quel est le potentiel de servicisation effectif et d'orientation usage pour mon entreprise? Et on a développé des démarches qui sont des démarches d'accompagnement stratégique pour le diagnostic de ce potentiel de servicisation et pour aller vers une capacité à aider la construction des trajectoires stratégiques d'entreprise et notamment sur l'identification des transformations de compétences qui sont nécessaires. Un exemple de cas type, une PME qu'on a accompagnée il y a maintenant 5 ou 6 ans, d'une cinquantaine d'années. Donc ces cas illustrent aussi les différents domaines dans lesquels se déploie la servicisation aujourd'hui. Là, on est dans une technique, une technologie développée par cette entreprise de chromatographie, donc un procédé chimique pour l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, qui s'inscrit dans une relation, là vous le voyez, business to business. Deuxième élément important du modèle d'affaires, le modèle économique en tant que tel, c'est-à-dire les changements de flux économiques qui accompagnent cette nouvelle offre de valeur qui est un couplage produit et service. L'impact de la servicisation, de la vente d'usage sur le modèle économique est vraiment important, avec une sensibilité forte de votre modèle économique
à l'usage, à l'utilisateur, à tous les aléas qui sont liés à ça, avec des nouveaux facteurs de coût et des nouveaux également facteurs leviers de création de valeur qui apparaissent. Donc comment les discerner par rapport à votre business? Et puis avec des problématiques aussi importantes de partage des valeurs. C'est-à-dire on va voir également que dans cette offre de valeur produits-services, en général, on ne peut pas travailler seul. On travaille en réseau de création de valeur avec des partenaires qui interviennent, que ce soit pour l'aspect industriel, manufacturier, que ce soit pour l'aspect service. Et donc, une problématique importante de partage de valeur entre ces acteurs. D'où la nécessité de déployer progressivement ces modèles économiques et puis d'avoir des outils en amont qui vont vous permettre d'aider l'industriel et le réseau d'industriels à calibrer ces modèles économiques, à anticiper au moment de la création de l'offre en elle-même de valeur, bien les nouveaux équilibres économiques et la manière dont on peut mettre en place des mécanismes de partage de valeur. Donc on a développé des travaux importants et reconnus internationalement là-dessus qui s'appuient sur des plateformes de simulation d'un point de vue économique avec une vision multi-acteurs sur l'aide à la décision qu'on va pouvoir fournir. Un exemple qui est en train de se développer actuellement, c'est un projet encore en cours, c'est un projet FUI dans le domaine de l'industrie du fromage. Donc vous voyez que ça s'étend sur des domaines très, très variés. On développe une solution technologique qui est une solution pour maîtriser de manière assez technologique le processus d'affinage du fromage, puisqu'on essaie d'intégrer du RFID dans le suivi de cet affinage, et avec derrière une offre qu'on a besoin de robotiser pour la maîtrise de ces processus d'insertion et de retrait des puces RFID dans les meules de fromage. Donc on a derrière une offre produit-service et des questions dans un réseau de PME, de partage de valeur entre les coûts et la création de valeur économique liée à ces éléments. Troisième point important dans l'entreprise pour maîtriser le processus de transformation du business model, c'est la culture d'entreprise. Passer d'une culture manufacturière à une culture orientée service, mais en gardant aussi la culture manufacturière, c'est-à-dire en gérant la frontière entre les deux. Donc des transformations importantes. Est-ce que la culture de service est partagée entre les acteurs de l'entreprise? Est-ce qu'on a pris en compte tout l'impact de gérer la relation client et de transformer nos modes de gestion de la relation client? La nécessité également de travailler en réseau de création de valeur et donc les capacités internes de l'entreprise à créer, à gérer ces réseaux de création de valeur. Et donc on travaille sur des démarches d'audit de la culture d'entreprise qui permettent là aussi un accompagnement des industriels dans la transition et notamment des programmes de formation également des acteurs de l'entreprise. Donc exemple typique, un projet européen qu'on est en train de démarrer qui implique par exemple un fleuron là, européen qui s'appelle Klextral dans le domaine de l'extrusion, donc entreprise typiquement vraiment industrielle, mais qui, sur ces dernières années, a développé une stratégie de service qui est essentielle pour leur avenir, et donc qui, aujourd'hui, cherche à aller beaucoup plus loin dans cette maîtrise de tous les facteurs humains qui sont liés à la transition vers le service. D'une manière globale, donc le message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'également, cette transformation doit piloter de manière complètement intégrée les différentes dimensions du business model. Travailler à la fois, donc on a au centre un petit peu une image qui ne se voit pas clairement, mais des éléments clés de ce qui constitue un business model, avec à la fois une proposition de valeur, des compétences métiers internes à l'entreprise qui sont le support de la proposition de valeur qu'on peut faire, des modes d'organisation interne qui contribuent à l'ensemble des processus de création de valeur et qui permettent de dégager des performances dans l'entreprise. Donc un ensemble d'éléments du business model. Et l'ensemble de ces éléments sont à gérer de manière conjointe avec une transformation de la proposition de valeur, orientée usage, orientée service, mais également des ressources et des compétences internes, de l'organisation industrielle sur lesquelles je vais insister par la suite, et des performances qu'on peut attendre et qu'on peut partager entre différents acteurs de tout ça.
Et donc notre approche est d'essayer d'aborder tout ça de manière intégrée avec un ensemble d'outils, de travaux de recherche et d'outils d'aide à la décision et de modélisation qui permettent d'accompagner ce type de transition. Alors si j'en viens aujourd'hui plus fortement à l'aspect système de production, quelle est la transformation également nécessaire du système industriel pour supporter ces nouveaux modèles d'affaires? Premier point que je souligne, et qui sera redéveloppé plus largement par mes collègues dans la session qui suivra, la nécessité d'agilité industrielle. Si vous voulez répondre à des offres de services, à des offres d'usage, c'est avec une exigence très forte de personnalisation par rapport aux besoins du client. Donc une agilité qui est bien sûr logistique, mais pas uniquement, qui est industrielle, qui requiert derrière d'avoir des systèmes de production qui soient flexibles et qui soient reconfigurables également. Donc un certain nombre de points clés à aborder, y compris la digitalisation des processus. La cobotique se développe même en PME aujourd'hui, par exemple, et elle permet une certaine flexibilité des systèmes. Comment piloter l'interopérabilité et la reconfiguration des systèmes en fonction des besoins, et intégrer l'intelligence artificielle comme un levier également dans l'optimisation de ces systèmes agiles. Donc, un certain nombre de projets qui sont déjà en cours. Alors, Monsieur Rascle de Boa Concept est parmi nous, hein, je crois. Donc, il pourra vous présenter plus largement des éléments de ces choses. Mais une thèse en cours donc, sur des solutions logistiques, là aussi, reconfigurables, et qui nous a permis également de lancer, c'est un nouveau projet tout récent avec l'IMT Atlantique et TUM de Munich, un projet alliance franco-allemande sur ces thématiques de systèmes de production reconfigurables. Deuxième point important pour l'offre servicisée, également la logistique industrielle. Assurer le maintien en conditions de fonctionnement de systèmes qui sont installés chez le client, dont vous assurez la capacité de fonctionnement, dont vous assurez l'usage, dont vous avez la responsabilité de la capacité d'usage, voire un contrat de performance avec votre client, requiert une capacité logistique très réactive et très dimensionnée pour servir la clientèle à l'échelle du territoire. Donc la logistique, c'est à la fois un des services que vous offrez dans votre panel, donc source éventuellement de nouveaux revenus, notamment si vous vendez la performance et le maintien en fonctionnement du système. Souvent derrière, vous pouvez développer du revenu à travers du consommable, qui n'était pas forcément votre business model auparavant. Pour autant, la logistique, c'est aussi un transfert de risque sur vous. Vous assurez la maintenance, le maintien en conditions de fonctionnement, et c'est vous qui supportez tous les risques d'obsolescence de ces pièces détachées. Pour des PME, même pour des ETI, c'est des choses qui sont assez lourdes d'un point de vue financier. Donc un ensemble de questions logistiques derrière tout ça, qui ont été aussi en partie abordées à travers l'Internet physique auparavant, y compris la planification des services, la flexibilité des capacités de service qu'on peut déployer en fonction des besoins. Troisième point important, l'aspect cyberphysique. L'objet intelligent, c'est-à-dire l'objet devient lui-même porteur d'une partie des services que j'offre à mon client. Il devient porteur de la gestion de ce cycle de vie que je cherche à optimiser, sur l'ensemble duquel je cherche à créer de la valeur. Donc mon produit devient un produit cyberphysique. Il doit intégrer cette capacité de gérer l'information et de gérer son cycle de vie. Et on travaille sur, notamment actuellement avec une thèse en collaboration avec ELM Leblanc, qui est en cours de lancement, sur à la fois la conception de ces systèmes interconnectés, mais en lien à la conception de l'ensemble de la chaîne d'acteurs qui est liée à ce système interconnecté. Donc concevoir en même temps à la fois le système cyberphysique, mais aussi le réseau de création de valeur et son modèle économique au moment de la conception du système. Donc la conception devient quelque chose de plus large, plus complexe, pas uniquement l'intégration produit-service, mais également la chaîne de création de valeur et le modèle économique associé.
Et donc ça m'amène à souligner cette transformation des compétences de conception qui est nécessaire en industrie. Donc une transformation des métiers de l'industrie pour être capable d'internaliser cette orientation vers la servicisation. Il y a une transformation profonde des pratiques de conception. Il s'agit non plus de concevoir un produit, mais de concevoir des usages pour des utilisateurs finaux, d'intégrer dans la conception une conception service autant que produit, de concevoir le réseau de création de valeur. Donc le cycle de conception intègre des dimensions qui n'étaient pas la compétence actuelle du concepteur industriel. Donc on accompagne cette transformation des processus de conception et on développe actuellement en termes de recherche des travaux assez poussés sur des nouvelles méthodes de conception et des nouveaux outils d'aide à la décision pour les concepteurs qui s'intègrent dans des méthodes de conception intégrées. Typiquement, un autre exemple avec le domaine de la robotique et un autre projet FUI qui est clôturé cette fois, qu'on a clôturé cette année, sur le développement d'une offre produit-service dans laquelle on a transformé tous les modes de conception des industriels dans ce domaine. Et puis dernier point à souligner, et je conclurai là-dessus, la nécessité de coupler et de gérer dans l'organisation industrielle, donc c'est un point plus organisationnel, le couplage dans votre entreprise entre cette activité de process industriel et l'activité qui se développe d'offres de services. Donc l'univers de l'efficience et de l'optimisation productive avec un univers qui peut être plus ou moins nouveau suivant votre culture d'entreprise, qui est l'univers de la relation client et de la qualité de service. Et de prendre conscience combien dans votre modèle industriel, c'est ce couplage entre service et production industrielle qui est le levier de la stratégie pour l'avenir. Donc avec forcément des questions organisationnelles, de choix d'organisation à réaliser. Est-ce que l'entité qui délivre le service est intégrée à votre organisation? Est-ce qu'il s'agit d'une filiale avec une organisation donc un petit peu différente et plus découplée? Est-ce qu'il s'agit même d'une sous-traitance partenariale pour assurer le service? Et dans ce cas-là, comment vous gérez cette relation de sous-traitance? Et en lien ces choix d'organisation, donc les modes de pilotage à déployer qui sont questionnés réellement pour assurer le partage d'informations et de connaissances entre ces deux univers. Ce partage d'informations est essentiel pour que la qualité de service puisse être au rendez-vous. Donc les solutions digitales peuvent être un support pour ça. Et puis la flexibilité de capacité qui est nécessaire pour offrir un service de qualité. Et on peut avoir de la flexibilité de capacité entre les capacités de production et les capacités de service également. Est-ce qu'on organise cela comme ça? Et puis assurer les boucles d'apprentissage. Le service apporte quelque chose d'essentiel dans la capacité à réinnover sur l'offre produit et sur le système de production qui est derrière. Donc comment vous assurer qu'effectivement ces univers ne sont pas coupés, ne sont pas avec une frontière étanche, mais qu'on a cette capacité d'apprentissage et de transfert de tout l'apprentissage qui se fait dans la relation client vers le processus industriel. Voilà un certain nombre de questions qu'on aborde, qu'on a commencé à traiter et qui sont vraiment ouvertes à collaboration. Vous voyez qu'on a développé ces dernières années une certaine expertise sur ce domaine à travers différents types de projets qui ont démarré il y a quelques temps déjà sur des projets régionaux, mais qui sont aujourd'hui au niveau européen. Merci Xavier. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Quelques questions rapides pour avoir un peu le temps de pause quand même, parce qu'on est déjà un peu en retard. Michel? C'est juste parce qu'il n'y avait pas de questions. Hein. Je n'ai pas bien compris le fromage et le service. Alors, il est avant le service final sera d'améliorer la qualité de ton fromage, hein, déjà. Et effectivement, actuellement, il y a un processus d'affinage qui est assez coûteux dans l'industrie fromagère.
Il est coûteux parce qu'il a besoin d'un savoir-faire qui est assez critique et repose sur des personnes. Et c'est toujours critique parce que quand on perd l'affineur qui... Voilà. Et par ailleurs, il est assez coûteux parce qu'on est obligé de carotter le fromage. Ça paraît rien, mais le carottage de fromage fait des pertes et qui se chiffrent en millions d'euros chaque année dans l'industrie. Et donc on cherche un processus qui puisse associer, là en collaboration également, l'affineur avec des processus RFID qui permettent, sans carotter le fromage, de mesurer l'évolution physique. Donc on essaie de capturer des évolutions de processus chimiques par notamment ce qui s'échappe du fromage. Et ça permettrait d'éviter le carottage. Donc on a une valeur ajoutée immédiate dans le process industriel. Et pourquoi on a besoin par ailleurs... donc il y a différents niveaux de service. Il y a un premier niveau de service, c'est qu'on a de l'information dans ce RFID, et cette information devient de la valeur ajoutée. Et donc il faut offrir tous ces services de traitement numérique qui vont concerner différents utilisateurs. L'utilisateur final, toi... parce que tu vas avoir une traçabilité différente et on va t'apporter l'information, mais les intermédiaires, puisqu'il y a un réseau de distribution pour l'industrie fromagère. Alors après, il y a un autre niveau de service, c'est que c'est délicat de mettre du RFID, excusez-moi, mais il faut le poser dans le fromage à un moment donné, mais il ne faut pas... tu as décidé d'arrêter le carottage, il ne faut pas détériorer ton fromage non plus, il va falloir l'enlever. Voilà. Et on a besoin d'un système robotique extrêmement précis pour poser et déposer ces systèmes. Et là, on était dans l'industrie fromagère, on tournait à la main les fromages. Donc c'est une transformation de culture industrielle extrêmement importante. Et donc l'importance d'apporter non seulement le système robotique, mais d'apporter la compétence qui va avec, la capacité à gérer l'intégration du système robotique dans une industrie qui n'avait pas que ça, etc. Tu vois, donc il y a plusieurs niveaux de services qui sont importants. C'est très riche en fait. Merci Xavier. D'autres questions? Juste, j'ai une petite question là. Est-ce que vous êtes déjà capable de dire par rapport à type d'industrie, là, dans cette industrie on y va, sur la stérilisation, dans cette industrie on n'y va pas? Ou c'est... Voilà. Je pense que la question ne se pose pas comme ça. Ouais, je pense que la question concerne toutes les industries. C'est plutôt la manière dont on y va. Et on n'y va pas... bien sûr, il y a des spécificités qui vont être de tel secteur industriel. Mais c'est plus complexe que ça. Et c'est vraiment quelque chose qui demande une forte contextualisation. Donc ta question est très pertinente. C'est comment on contextualise le processus pour y aller, la démarche pour y aller. Et c'est un petit peu ça qu'on a cherché à aborder. C'est pas de rendre les choses systématiques, mais d'être capable de contextualiser. Et d'apporter c'est pour ça qu'on a besoin de formes de recherche partenariale également, parce que c'est là que se fait le meilleur transfert quand même. Voilà. Merci Xavier. Question. Dernier, et puis on termine après parce qu'on a encore... C'est plus un témoignage parce qu'en fait nous on est en train d'essayer de faire cette démarche et en fait le gros problème c'est l'évangélisation des clients. En fait on passe, c'est vraiment un changement d'habitude complet. C'est-à-dire, vous avez des gens qui achètent du matériel et utilisent ce matériel, et c'est pris comme un patrimoine, et vous passez sur une notion de service qui apporte des choses totalement différentes, et ça prend du temps, en fait. Ouais, et je l'avais souligné dans un mot-clé, j'ai mis écosystème, et effectivement, ces résistances-là, à tout point de vue, alors on commence à les connaître, parce qu'elles ont parfois des points d'ancrage qui sont précis, sur lesquels on pourrait travailler, mais effectivement, cette transformation de la culture en elle-même, c'est quelque chose d'extrêmement lourd à mettre en œuvre. Alors petit à petit, il y a des choses qu'ils font. Il y a des acteurs territoriaux qui essayent, un club d'économie de fonctionnalité à la fois à Paris, il y en a un régionalement sur Lyon, qui essaie de travailler ces éléments-là. Mais voilà, c'est progressif et c'est par les cas pilotes et les succès, je pense qu'on avance là-dessus. Merci Xavier.